Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous écoutez un podcast qui est réalisé sur la question des rapports entre la presse et les plateformes. Et dans la longue série que nous avons commencée il y a maintenant quelques mois et qui est toujours disponible pour vous tous sur nos sites, nous recevons ce matin Madame Aurore Berger. Son nom ne vous est pas tout à fait inconnu, probablement parce qu'elle est extrêmement active à l'Assemblée nationale, n'hésite pas à prendre la parole ou à parler et surtout s'intéresse d'assez près également, entre autres questions dans le domaine de la culture, au sort et à l'avenir et au développement des médias. La première chose que je voudrais vous demander, Madame Berger, et je devrais dire d'ailleurs que vous avez une importance de parole aussi puisque vous êtes présidente déléguée du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire En Marche. La première chose, c'est quelle est aujourd'hui votre impression sur la situation exacte de la presse par rapport aux plateformes numériques? On a une situation qui est aujourd'hui très asymétrique en fait dans le rapport entre la presse, notamment presse écrite évidemment, et les plateformes. On a essayé de résoudre cette asymétrie. C'est notamment évidemment la directive droit d'auteur et droits voisins qui a été adoptée et qui a été transposée, promulguée il y a maintenant 2 ans dans le droit national. Ça a donné lieu d'ailleurs à un certain nombre d'accords, notamment avec la presse d'intérêt politique et général. La presse quotidienne en gros. La presse, oui. voilà, exactement. Mais on a toujours une asymétrie. La volonté initiale du législateur, c'était de rééquilibrer finalement les rapports de force et de faire en sorte que celles et ceux qui tirent des profits directs de la diffusion sur leur plateforme de contenus d'information, eh bien rémunèrent évidemment ceux qui créent ces contenus. De la même manière qu'on le fait sur les enjeux de création cinématographique et audiovisuelle, il faut évidemment le faire pour la presse parce que c'est un enjeu majeur de soutien à tout simplement ce qui permet le financement de l'information. Et aujourd'hui, on a encore une situation qui est bien trop asymétrique. Dans l'univers de la culture, je reviendrai à la presse dans un instant, vous avez probablement vu passer dans votre activité un rapport qui avait été demandé à un cabinet qui s'appelle Ernst & Young et qui avait évalué d'une façon absolument stupéfiante l'activité économique de la culture en Europe, donc pour tous les pays membres de l'Union, à 536 milliards d'euros annuels. Ça suppose quelque chose de très concret. La culture a besoin d'une base économique forte. Comment raisonnez-vous sur ce sujet? Je pense qu'il faut assumer de dire que la culture sont aussi des industries culturelles et créatives. C'est pas toujours si simple en fait, y compris pour le monde de la culture lui-même, que de se définir comme un acteur économique. Mais pourtant c'est le cas et c'est vrai que c'est insuffisamment mis en avant. Je le vois en tant que parlementaire, dans chaque projet de loi de finances, c'est finalement souvent le budget de la culture qui est le plus contesté, qu'il faut le plus justifier, alors qu'il reste somme toute modeste et qu'on a un certain nombre de mécanismes, notamment des mécanismes fiscaux, des crédits d'impôt, qui ont des effets de levier extrêmement puissants sur la relocalisation d'industries, sur la création d'emplois et sur la manière avec laquelle aussi nos territoires, évidemment, bénéficient de ces industries. Mais je crois qu'il faut assumer de dire qu'on a évidemment un ministère de la Culture, mais qui est aussi celui des industries culturelles et créatives, que ce soit le livre, que ce soit la presse, que ce soit le cinéma, que ce soit l'audiovisuel, que ce soit le jeu vidéo. Et ces créateurs d'emplois, ces créateurs d'attractivité, ces créateurs de fierté pour nos territoires. Et tant qu'on n'assumera pas ça et que les acteurs culturels eux-mêmes ne l'assumeront pas, je pense que ça n'aidera pas aussi aux enjeux de financement et de soutien au secteur. Les 536 milliards d'euros qui ont été mesurés au milieu des années 2010 disent assez que nous sommes un marché pour toutes les puissances culturelles mondiales et notamment pour le monde anglo-saxon. Ma question n'est d'ailleurs pas neutre puisque comme vous, je défends le droit d'auteur, le droit voisin depuis très longtemps. Mais j'ai une sous-question. Si cette activité culturelle n'était pas assumée, n'était pas soutenue économiquement, à vos yeux, que pourrait-il se passer? Est-ce que nous deviendrions, comme beaucoup le disent, un territoire européen avec un appétit culturel et de l'argent pour payer ses loisirs, ses fonctions, mais qui partirait à l'étranger? Est-ce que vous voyez ça de la même manière? Bien sûr, ce serait un danger majeur parce que c'est d'abord la création de nos imaginaires, c'est la création qui serait mise évidemment à mal de manière immédiate. Quand on parle matin, midi et soir de souveraineté, il faut aussi qu'on assume d'en parler en matière de fabrique de l'information. On voit bien dans le contexte qu'on connaît actuel de guerre en Ukraine à quel point le fait d'avoir une presse qui est une presse libre, qui est une presse indépendante, déjà n'a rien finalement d'évident dans un certain nombre de pays et est un combat qu'il faut mener et donc un enjeu aussi de financement, encore une fois, de la presse. C'est souvent d'ailleurs ce que je dis à celles et ceux qui, parfois, c'est assez étonnant, mais refusent finalement d'admettre l'idée que la presse, elle a aussi un coût, qu'elle doit pouvoir être financée parce que, encore une
une fois, comment voudrons-nous demain pouvoir lutter face à de l'ingérence étrangère, face à des grandes plateformes, si nous-mêmes, nous ne fabriquons pas nos propres contenus, nous ne les éditons pas et nous n'en retirons pas aussi tout simplement des leviers pour continuer à le financer. Et puis c'est pareil évidemment sur les enjeux de création. Aujourd'hui, on a énormément de talents qui naissent en France. L'enjeu, c'est qu'ils restent en France. Et les talents, ils suivent les projets. Si les grands projets sont portés par le Canada, sur le jeu vidéo, par les États-Unis, par la Chine, sur le cinéma, sur l'audiovisuel ou par la Corée, par exemple, alors nos talents, ils seront peut-être formés en France, on aura investi pour les former, mais finalement, ils ne créeront pas chez nous. Et l'idée, c'est qu'évidemment, ces grands projets, on arrive à faire en sorte qu'ils puissent être en France, rester en France. On a, je pense, toutes les armes pour ça. On a des écoles de formation qui sont exceptionnelles. On a un maillage territorial qui est extrêmement puissant. On a des industries qui non seulement luttent, mais montrent aussi leur vitalité, un maillage, et leur modernité. Et leur modernité, le maillage territorial qu'on a de nos salles de cinéma, c'est pas du tout anodin. C'est à la fois l'enjeu de l'accès à la culture pour tous, évidemment, et qui doit encore être facilité. Mais c'est aussi grâce à ça que notre cinéma est aussi vivant et aussi puissant. Quand on se compare à quelques pays européens très proches de nous, l'Italie par exemple, qui avait un cinéma pourtant remarquable, aujourd'hui il n'y a plus, ou quasiment plus, de cinéma italien. Donc vraiment assumer de se dire que nos talents doivent pouvoir émerger, rester, créer chez nous, qu'on doit soutenir à la fois nos acteurs, nos lieux culturels, mais aussi le financement de la création. Moi, je l'ai beaucoup vécu parce que j'ai mené ce combat sur la lutte contre le piratage, parce que c'est pas un combat qui est malheureusement terminé. Qui avait rencontré d'ailleurs à l'époque beaucoup de scepticisme et dont on voit finalement les bénéfices aujourd'hui. On voit les bénéfices, mais moi je me souviens au moment où j'étais rapporteur sur le projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel, et donc il y avait ce pan-là sur la question de la lutte contre le piratage. Et vous passez pour un affreux ringard quand vous osez parler de ces sujets-là. Mais c'est pourtant l'avenir même de la création. C'est-à-dire que si on a un pan entier de la création qui est pillé, qui est volé, eh bien, on n'a plus la capacité à la financer. Et donc, les sujets qu'on a sur la presse sont finalement en miroir avec les sujets qu'on a sur l'audiovisuel et sur le cinéma. C'est assumer que la culture, elle doit être évidemment partagée, c'est son essence même, mais il faut aussi assumer pour cela qu'elle a un coût et qu'elle doit pouvoir être financée. Ce qu'il y a de très intéressant quand on observe les 20 dernières années, notamment en France, mais d'ailleurs je pourrais dire la même chose pour les autres pays membres de l'Union, c'est qu'il y a eu vis-à-vis des plateformes et du côté magnifique de la technologie numérique une vraie prosternation. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les principes démocratiques sont en cause si on laisse la presse mourir au profit du numérique, au profit des industries numériques étrangères, pardonnez-moi? Peut-être qu'on ne les oppose pas, parce que c'est vrai que ça a été un levier extraordinaire, et ça doit rester un levier extraordinaire de diffusion de l'information. Le problème, c'est un peu cette infobésité, comme certains l'avaient caractérisé, où finalement, on n'arrive plus à différencier dans la masse de contenu qu'on a, ce qui est du bruit et ce qui est de l'information, ce qui est de la désinformation, ou si au contraire, de l'information journalistique, qualifiée, indépendante, libre. Et c'est cette caractérisation, en fait, de ce qu'est un journaliste, de ce qu'est la presse, de ce qu'est l'information, qui est en train progressivement d'avoir de plus en plus de mal à se définir. Et je crois que ça, c'est un vrai défi, évidemment, qu'on doit avoir. Et c'est aussi, là encore, un enjeu, quand on parle de souveraineté, quelles sont les plateformes sur lesquelles on estime qu'il faut aller chercher aujourd'hui du contenu. Il y a un Français sur deux qui dit qu'il va d'abord sur un réseau social pour avoir accès à de l'information. La question, c'est après comment il cherche, comment il trouve. Est-ce que c'est par son réseau de proches, d'amis? Est-ce que c'est parce que au travers des réseaux sociaux, il va aller directement sur des sites qui sont, eux, des sites d'information, sur lesquels il n'y a aucun doute sur la qualité, évidemment, des contenus qu'on y trouve. C'est toute cette éducation, finalement, qu'on doit faire le plus jeune possible à l'image, l'éducation à l'information, à la vérification de l'information, qui me paraît essentielle à mener, parce que sinon, oui, on aura un défi démocratique qui sera majeur. On le voit bien d'ailleurs dans nos élections à chaque fois, où on s'interroge sur la puissance de ces plateformes, sur des règles qui paraissent obsolètes, c'est-à-dire on va avoir une égalité de temps de parole parfaite sur nos radios et nos chaînes de télévision, mais rien n'est dit et rien n'est fait sur évidemment ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, alors que c'est maintenant là finalement qu'on s'informe en priorité.
Donc il y a un vrai sujet de régulation et de production de l'information et de diffusion de l'information. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre que la régulation sur les réseaux sociaux est tout à fait balbutiante et au fond extrêmement faible ? Elle est encore très faible parce qu'on est dans la main d'entreprises qui sont des entreprises privées et qui sont extraordinairement puissantes par leur nombre d'abonnés, tout simplement. Et c'est même une question individuelle qu'on se pose, de dire est-ce qu'il faut qu'on reste sur ces plateformes ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'on en parte parce qu'on les alimente. Nos présences, nos contenus, nos échanges les alimentent alors que finalement, on a l'impression qu'on se parle un peu en silo, qu'on a des communautés de soutien qui vont évidemment diffuser, retweeter, puis au contraire, celles et ceux qui vont nous insulter, nous menacer, parce que c'est aussi ça maintenant qu'on a. Je pense qu'il faut qu'on évite d'avoir tout discours caricatural qui serait de dire boycottons, supprimons ou opposons la presse et les grandes plateformes qui de toute façon font partie de notre quotidien. Mais il faut assumer de dire qu'on a une régulation aujourd'hui qui est trop faible. On parlait au tout début de la question de la rémunération de la presse. On a un enjeu de transparence qui est évident. Aujourd'hui, on ne sait pas les données qui permettraient de dire quelle est la fréquentation réelle de ces plateformes, quel est le nombre de vues qu'on a sur tel ou tel article. Si on veut rémunérer et que cette rémunération elle soit équitable, encore faut-il qu'on sache concrètement qui fréquente, à quelle fréquence, quel trafic ça a mené sur les plateformes. Et donc, on est une autorité de régulation. L'Arcom, on a créé cette nouvelle autorité de régulation qui est la fusion entre la Hadopi et le CSA. Ils ont de plus en plus de prérogatives, plus de moyens aussi, ce qui était nécessaire. Bon, il faut maintenant que l'Arcom puisse passer un peu à un acte 2 sur justement l'obligation de transparence de ces plateformes parce que c'est sur la base des données transparentes qu'on pourra ensuite, évidemment, avoir un financement qui sera juste. Et vous observerez que dans l'information, le métier de base qui fournit une information, ce sont les journalistes. Si je suis malade, je ne vais pas au garage, je vais chez le médecin. Si je veux avoir une information qui soit estampillée, je dirais authentique, même si tout n'est pas parfait, chacun peut avoir ses opinions et tout ça, en tout cas, c'est du journalisme. Or, vous observez que dans ces grandes plateformes, dont la richesse est immense, il n'y a pas un seul journaliste. Par conséquent, en disant ça, je veux souligner l'idée que ces plateformes ont besoin du matériel journalistique édité par la presse, on va dire, classique. Par conséquent, la nécessité est de la payer. De ce point de vue-là, nous vivons dans un cadre juridique, vous y avez fait allusion, Madame Berger, tout à l'heure, qui est celui de la directive européenne d'avril 2019, très rapidement transposé en France 3 mois plus tard, en juillet, de la deuxième quinzaine de juillet 2019, et qui n'est pas du tout, je dirais, observé à sa juste valeur. Cependant, diriez-vous qu'il y a des trous à l'usage dans cette transposition et qu'au fond, il faudra peut-être, comme beaucoup le disent, renforcer cette loi ? Oui, alors déjà, évidemment, il faut quand même souligner l'apport de cette directive et de sa transposition. Ça n'allait pas de soi qu'on arrive à avoir un accord européen parce qu'évidemment, cette régulation, elle n'a de sens que si elle est à l'échelle européenne. Une régulation française, allemande, italienne, ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'on ait une régulation européenne puissante. Moi, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je sais que vous êtes un ardent défenseur des enjeux européens. Oui, et d'ailleurs, un des acteurs de cette loi qui a été une bataille terrifiante. Mais c'est là où on a vu aussi des lobbies extrêmement puissants quand même, mais qui à la fin n'ont pas gagné parce que justement il y a eu un vrai enjeu démocratique qui a pris le dessus sur d'autres questions, et heureusement, et qui a démontré que les États membres, que les parlementaires européens étaient indépendants aussi dans leur prise de décision et qu'encore une fois, l'enjeu démocratique du financement de l'information et d'une information libre et indépendante passait avant d'autres questions. Donc oui, c'est évidemment un appui formidable cette directive. La France a été le premier pays d'Europe à transposer cette directive parce qu'on en avait fait un enjeu extrêmement important, nous, à l'Assemblée nationale. On souhaitait que ça aille très vite. Est-ce que maintenant, il y a des trous dans la raquette, comme vous le dites ? Oui. Oui, sur la question de la transparence dans l'accès aux données. Ça, je pense que c'est fondamental parce que la directive, c'était deux grands principes. C'était d'abord la question de l'autorisation préalable pour que les contenus puissent être diffusés et c'était une rémunération juste et équitable. Donc, sur le premier point, on a évidemment énormément progressé. Sur le deuxième, une rémunération juste et équitable, on en est encore très loin, trop loin. Ces plateformes n'existent encore une fois que par les contenus qui y sont diffusés. Et si un internaute sur deux se rend sur ces plateformes pour rechercher des contenus d'information, on voit bien la puissance
de ces contenus. Et je pense qu'on aura les mêmes questions, évidemment, sur la musique, sur d'autres enjeux, encore une fois, de rémunération équitable par rapport tout simplement à ce que ces contenus génèrent comme chiffre d'affaires pour ces grandes plateformes. Donc, je pense que ça passe d'abord vraiment par le renforcement du régulateur sur le contrôle des données, sur la transparence de ces données, et puis un élargissement. On a eu un premier accord entre Google et l'Association de la presse d'information politique et générale. Cette qualification, elle existe en France, elle n'existe pas au sein de l'Union européenne. Il faut évidemment que ça puisse être élargi. Il n'y a pas de raison que la presse dite spécialisée ou scientifique ne bénéficie pas des mêmes droits que ceux de la presse d'information politique et générale. Est-ce que vous êtes favorable aux organismes de gestion collective ou est-ce que vous pensez qu'au fond, chacun peut négocier selon sa propre puissance, chaque titre de presse ? Moi, j'y suis favorable, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit obligatoire. Je pense que les organismes de gestion collective, ils ont la force et la capacité, en effet, d'aller chercher des négociations et des accords qui seraient probablement parfois plus difficiles à obtenir à une échelle individuelle. Surtout pour les moyennes et petites entreprises. Surtout pour les plus petites qui, évidemment, face aux géants qu'on évoquait, n'ont pas les architectures juridiques, en fait, pour pouvoir faire face ou tout simplement obtenir des accords qui soient des accords justes. Après, la gestion collective, il faut qu'elle reste une option, une possibilité et que ce ne soit pas une obligation pour nos entreprises. Je pense que de facto, elles y vont parce qu'elles savent que c'est leur intérêt et qu'elles seront plus puissantes dans la négociation si elles négocient ensemble plutôt que de manière fractionnée. Parce que les plateformes, elles ont intérêt, au contraire, à ce qu'on soit divisé et à ce que donc nos entreprises soient fractionnées face à elles. S'il y a un front uni et clair, là, la négociation, elle devient plus difficile pour elles. Est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup de choses à compléter dans la directive qui a été transposée en France eu égard à l'expérience que nous avons maintenant depuis quasiment 2 ans? Je crois qu'on a honnêtement tous les atouts dans cette directive. Ce que je vous dis, c'est vraiment, à mon avis, sur les enjeux de transparence, parce que c'est de la transparence que découle ensuite la juste rémunération de nos éditeurs, des agences de presse. Peut-être qu'il y a aussi d'autres acteurs qui n'étaient pas intégrés à la directive, qui sont en train de naître et qui devraient pouvoir être progressivement intégrés. Oui, c'est le cas des podcasts, par exemple, notamment, qui demandent d'ailleurs à faire partie de cette organisation. Et il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'on leur refuse cet accès puisqu'ils diffusent de l'information eux aussi. Exactement, je pense que tous ceux qui produisent en fait du contenu qui est ensuite un argument commercial pour les plateformes et qui leur permet évidemment d'avoir du trafic, d'avoir des abonnés et donc d'avoir des recettes publicitaires, je trouve que c'est légitime évidemment qu'ils puissent bénéficier d'un accord sur le droit d'auteur et surtout sur le droit voisin. Je pense que ça, c'est une logique en fait plus d'élargissement de la directive. Je ne pense pas qu'elle mérite d'être refondue. Déjà, elle est quand même très récente aussi dans son application. Il faudra voir à l'usage, oui. Donc, je pense que c'est l'usage et le renforcement des autorités de régulation et de contrôle. Peut-être aussi une transparence sur les accords qui sont passés. Parce que, évidemment, les plateformes, en général, font tout pour que les accords ne soient jamais transparents. Donc, parfois, même ceux qui en bénéficient ont du mal à comprendre concrètement comment les choses ont pu être négociées, qui a été obtenu ou pas. Ils voient un résultat final qui parfois leur paraît déceptif. Donc il y a aussi, je pense, qu'on parle de transparence, la transparence sur les accords en eux-mêmes. Et concrètement, c'est normal que celles et ceux qui en bénéficient à terme, sachent aussi dans quelles conditions ça a été négocié et qu'est-ce que contient l'accord qui les réglemente. J'aimerais, à l'aide d'un exemple, vous demander comment vous réfléchissez sur la situation économique de la presse en France. Et l'exemple, c'est ceci. Il y a 4 ou 5 pays européens non français qui possèdent des titres en France, mais il n'y a pas une seule publication française qui possède un titre hors de ses frontières. Qu'est-ce que ça vous suggère, ça, du point de vue de l'économie de la presse ? On a une économie, on le sait très bien, sur la presse écrite qui est extrêmement difficile aujourd'hui, qui a vu ses revenus publicitaires chuter drastiquement. Ils ont perdu, je crois, 50% presque en 10 ans, 50% en 10 ans. Là où, par contre, le marché publicitaire, lui, continue à croître, mais les gains, en fait, de ce marché publicitaire sont captés en effet par les GAFA et notamment Google, Facebook de manière très très nette. Donc ça veut dire que cet accroissement du marché publicitaire, on n'arrive pas aujourd'hui à le passer au profit de la presse écrite
aussi la presse audiovisuelle, mais c'est surtout la presse écrite qui en pâtit. Et pourtant, on a bien vu, notamment pendant la crise sanitaire, je crois qu'elle a un peu rebattu les cartes aussi sur la manière avec laquelle les Français se sont informés. On vu aussi que finalement, ce qu'ils pensaient peut-être être des anciennes ou des vieilles maisons, leur ont permis justement de tenir, d'authentifier, de vérifier, de certifier. C'est la même chose sur l'audiovisuel. On disait que la TNT était morte, enterrée. Certains l'ont peut-être enterrée bien trop vite. Et on a vu au contraire sa force de résistance pendant la crise, parce que la TNT, c'est aussi un levier de gratuité, d'anonymat des données, et donc un enjeu d'égalité sociale, territoriale pour les Français qui peuvent avoir accès à un panel de création, de divertissement et d'information grâce à cela. Donc parfois, on a tendance à enterrer un peu trop vite un certain nombre d'acteurs économiques. Et je crois que pendant la crise, la presse écrite en particulier, qu'elle soit en papier ou qu'elle soit d'ailleurs diffusée en ligne, mais a démontré quand même sa capacité de résistance et aussi sa capacité d'adaptation dans une période qui était quand même d'abord une forme de sidération pour nous tous. Après, sur la fragilité économique, sur la question de la concentration des médias, sur les enjeux de régulation, sur en effet le fait que certains titres sont détenus par des acteurs étrangers, je crois que c'est vraiment... On ne pourra pas faire l'économie, à mon avis, d'un vrai questionnement sur les enjeux de concentration des médias de toute façon. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que les grands groupes nous empêcherait d'avoir une information libre et indépendante. On le voit bien avec un certain nombre d'entre eux. Mais on a quand même cette question-là sur, à un moment, est-ce qu'on veut avoir des grands champions français, européens, encore une fois, sur nos industries culturelles et créatives de manière générale? Si oui, quelles sont les règles qu'on doit mettre en place au niveau français et au niveau européen? Parce qu'encore une fois, on ne pourra pas le faire seul. Et les enjeux et les risques sur l'ingérence étrangère, qui sont, à mon avis, les plus grands risques démocratiques de déstabilisation qu'on peut avoir et qui pourraient demain avoir des conséquences majeures sur le résultat d'élections. Et on l'a bien vu dans d'autres grandes démocraties, quand même, la manière avec laquelle il y avait une tentative de déstabilisation. Donc à un moment, qui possède la presse? Cette question-là qui revient régulièrement, elle est d'autant plus d'actualité face au risque d'ingérence étrangère qu'on ne peut pas feindre d'ignorer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'univers de la presse est en train de subir la même transformation économique en termes d'enjeux que les autres grands secteurs de l'économie, c'est-à-dire de passer d'une mondialisation dans laquelle nous étions jusqu'à présent à une sorte de regroupement continent par continent? Est-ce que vous pensez que c'est aussi en train d'arriver à la presse ou que c'est ce qui pourrait lui arriver? La question est, est-ce que c'est souhaitable ou pas, et qu'est-ce que ça permettrait ou non pour les publics? Parce qu'à la fin, la question quand même qu'on doit se poser, c'est la force évidemment de ces acteurs économiques, de la robustesse aussi de leur modèle économique, leur capacité aussi à réinterroger ces modèles. Parce qu'à un moment, ils ne peuvent pas considérer qu'il ne faut rien changer. Donc c'est aussi à eux, à un moment, de continuer à faire cet effort de transformation. Et certains titres l'ont fait, notamment en PQR. Et on voit bien à un moment qu'ils ont réussi à gagner en fait des publics grâce à cette transformation. Mais le vrai sujet, il est quand même, à mon avis, au bénéfice des citoyens. Alors on peut dire consommateurs de médias, de presse, mais des citoyens et donc des publics. Est-ce qu'on a un enjeu je pense qu'on a un enjeu de souveraineté européenne, encore une fois, sur ces questions-là. Alors après, est-ce que c'est continent par continent? Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui, mais qu'il y ait une vraie alliance européenne de la presse pour, à un moment, qu'elle puisse être mieux régulée, qu'elle puisse être mieux protégée, mais aussi qu'elle puisse être plus conquérante. Je pense que ça, c'est un défi majeur qu'on a, encore une fois, face notamment aux grandes plateformes et face au risque d'ingérence. Je vous remercie infiniment de vos différents développements. Et je rappelle que vous avez écouté Mme Aurore Berger, qui est présidente déléguée du groupe majoritaire LaREM à l'Assemblée nationale et qui est députée des Yvelines, donc en campagne. Exactement. Merci à vous.